Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Madame Fatima Raymond Habré, épouse de Hissène Habré, ancien président du Tchad. Madame, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est moi, merci. Vous voyez presque tous les jours votre mari en détention depuis le 30 juin 2013. A-t-il un bon moral ou bien a-t-il perdu tout espoir de recouvrer un jour la liberté? Bon, merci et donc, bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs de Walfadjri. C'est vrai, bon, le président est en prison depuis 1 an. Il est maintenu donc dans ses lieux de détention. Alhamdoulilah, il va bien. Il a le moral, bien sûr. Je dirais que dans cette prison, après ces 24 années d'exil, où nous avons subi beaucoup de choses dans le cadre de cette affaire, il a été lynché médiatiquement, persécuté, enlevé, puis finalement jeté dans cette prison. Il y est. Nous gérons une situation qui nous est imposée. Des gens nous ont traités comme des ennemis, avec férocité, je dirais, puisque beaucoup d'événements ont eu lieu depuis cette détention. Certaines personnes le savent peut-être. Nous avons eu des événements malheureux dans notre famille. Le président a perdu son frère, son grand frère. Nous avons sollicité à cette époque qu'il vienne assister au récital de Coran, ne serait-ce que 2 heures de temps. Ça nous a été refusé. Ensuite, nous avons eu notre fils qui a eu un accident de circulation assez grave. Là aussi, nous avons demandé une autorisation pour qu'il vienne le voir. Il était à même pas 100 mètres des lieux de la détention. Ça aussi, ça a été refusé. Oui, mais le refus est toujours motivé. Quels sont les arguments avancés par les autorités judiciaires pour justifier ces voilà, refus? Justement, est-ce qu'il y a un régime qui s'applique à Hissène Habré? Il n'y a aucun régime. C'est-à-dire que on a fait cette demande, justifiée, argumentée par les rapports médicaux des professeurs sénégalais qui ont eu à opérer mon fils, et on leur a donné ces rapports, et on n'a jamais eu de réponse. Vous voyez, c'est-à-dire que ça circule, on parle du ministre de la Justice, on parle du Premier ministre, ça tourne, vous attendez, on a attendu, les avocats ont tout fait, aucune réponse, et c'est ça. Mais au-delà de ça, comme je l'ai dit, des gens nous ont traités avec férocité, comme des ennemis dans un pays où nous avons eu quand même, et on peut nous le reconnaître, un comportement irréprochable, malgré tout ce qu'on a subi. Ils n'en ont pas tenu compte, malgré le fait aussi que quand même on peut présenter des garanties de représentation et qui pouvaient éviter cette prison inutile pour le président. Ils ne l'ont pas voulu. Alors on a aussi assisté à une espèce de propagande pour dire que Hissène Habré est dans une prison de luxe. Oui, c'est là que je voulais en venir. Voilà. Comment qualifierez-vous ces conditions de détention, d'acceptables ou de dégradantes? Bon. Je dirais que dans cette prison, vous savez qu'avant il était au pavillon de Dantec. Il a été transféré rapidement, dans la précipitation, dans une prison qui n'était pas encore tout à fait prête, après une intrusion de 2 personnes étrangères jusque dans sa cellule, manifestement des agents de la DGSE qui étaient venus un peu contrôler les systèmes, est-ce qu'il y avait de la sécurité ou pas. Et donc finalement ils ont estimé que non, et on l'a transféré dans cette prison de luxe. Il est dans un isolement total, hein, dans un face-à-face avec ses gardiens. On a parlé, quand on l'a transféré dans cette prison, il n'y avait même pas de l'eau. Vous voyez, il n'y avait pas de l'eau. C'est-à-dire que vous savez que l'architecture du Cap Manuel est un peu en hauteur, donc il n'y avait même pas de l'eau. Pendant 3 à 4 jours, nous avons transporté de l'eau des Almadies jusqu'au Cap Manuel. L'eau pour nous, pour lui, pour les gardiens, pour les ablutions, pour faire fonctionner les toilettes. Il n'y avait pas d'eau. Personne n'a voulu régler ce problème.
On a dû le régler nous-mêmes. On a payé toute l'installation, revu toute l'installation et on l'a mis pour qu'enfin il y ait un minimum. Donc, la propagande qui consiste à dire Hissène Habré est dans une prison de luxe, j'ai entendu le ministre même dire que oui, il y a une bibliothèque, etc. Quand il a fait sa sortie médiatique, je dirais que j'y vais tous les jours, je n'ai pas encore vu de bibliothèque, j'ai vu rien. Là, vous dites qu'il a été transféré au pavillon spécial à un moment. Le pavillon spécial est connu pour les prisonniers malades. Oui. Est-ce qu'il souffre d'une maladie, le président Hissène Habré? Non, non, pas du tout, parce que vous savez que quand, après que l'ordre a été donné de l'arrêter, ils ont foncé. Ils ont foncé, ils n'étaient même pas prêts. Ils n'étaient même pas prêts, donc ils ne savaient pas quoi en faire et puis ils l'ont mis là, c'est tout. Donc on vous traite un peu comme un objet, quoi, c'est tout. Il n'y avait rien de prêt, donc qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à part le mettre dans le pavillon des malades? Oui. Donc aujourd'hui, si on vous suit bien, Hissène Habré est coupé du reste du monde. Absolument, absolument, il est isolé et je dirais que c'est vraiment un traitement qu'ils ont fait à la Guantanamo puisqu'ils sont inspirés un peu par toutes ces ONG, M. Reed Brody et tout. C'est un peu le conditionnement. L'homme est un être social et si, même je peux vous dire que hier j'ai été à la prison à l'occasion des cérémonies du Kazou Rajab. On a vu les autres détenus, puisque sa prison est mitoyenne à la prison du Cap Manuel, les gens fêtaient avec des prières, des chants religieux, le Kazou Rajab. Tous les vendredis, les gens s'organisent dans les autres prières aussi, ils font une prière collective. Ils font une prière collective, la prière du vendredi. Mais lui, il est seul. Oui, c'est pour sa sécurité. Mais quelle sécurité? C'est eux qui mettent en danger sa sécurité. Hissène Habré n'a jamais eu de problème de sécurité, je pense. Il y a eu le ministre de la Justice qui, devant les députés, vous a rassuré. Quand Sidiki Kaba dit que Hissène Habré ne va pas mourir en prison, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je dis... c'est un gage? Non. Qu'il sera en sécurité? Mais pas du tout. Quand quelqu'un... pas du tout. C'est tellement scandaleux que... Quand quelqu'un dit devant l'Assemblée nationale, Hissène Habré ne va pas mourir en prison, qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce à la face du monde la condamnation d'Hissène Habré. Vous pensez? Mais c'est bien, c'est logique. Quand je vous dis que vous n'allez pas mourir en prison, c'est que vous allez y rester un bon moment. Il est dans une logique de vous rassurer. Non, mais pas du tout. C'est scandaleux. C'est quelqu'un qui annonce à l'opinion publique que Hissène Habré sera condamné, qu'il va rester un bon moment et qu'il ne va pas mourir. Est-ce que lui, il sait quand les gens vont mourir? C'est un croyant qui parle comme ça. C'est impossible, c'est scandaleux. Ok? Donc je dis que la propagande sur les normes internationales, c'est du pipeau. Je peux vous dire que cette prison n'a même pas de budget de fonctionnement. C'est-à-dire aujourd'hui, la poussière, la saleté, les problèmes de ménage, comment dirais-je, de ménage des sanitaires, c'est moi qui amène un carton de produits ménagers pour faire le ménage dans cette prison. Donc, peut-on parler de normes internationales? Peut-on pas parler de prison de luxe? Je ne le pense pas. Et donc, mais moi, vous savez, moi, par rapport à ça, moi, je vis une situation, nous la subissons, d'accord? Et moi, je fais en sorte que, on règle des difficultés qui nous sont imposées, de façon à ce que, de façon à alléger le poids de la détention pour mon mari. C'est dans cette optique, je peux vous dire que même récemment, on a eu à amener des produits pour dératiser parce qu'il y avait des souris qui se baladaient un peu partout. Pourtant, on n'a jamais entendu vos avocats dénoncer ou bien même déplorer les conditions, ces conditions de détention. Justement, c'est pour ça que je vous dis, il y a tellement de problèmes, tellement de difficultés que s'il fallait tous les jours rebondir sur tous les problèmes qu'il y a, on n'allait jamais s'en sortir. C'est pour ça que j'ai dit que moi j'étais dans une logique vraiment de composer avec les gens qui ont la charge de sa surveillance pour pouvoir vraiment faire en sorte que les conditions soient supportables et qu'on règle les problèmes. Si vous n'avez pas de l'eau, si les gens font ça, ils font un tapage médiatique, il n'y a pas de l'eau dans cette prison et que les gens s'en foutent, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien moi je règle un problème qui veut. Et ils s'en foutent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On transporte de l'eau et après on règle le problème, on discute avec eux. Et personne n'est là pour assurer le financement, on l'assure. On prend les dispositions, on amène les pompes, les cuves, et voilà. C'est à vos frais? Bien sûr, bien sûr. Oui. Et qu'est-ce que cela vous fait, le fait de s'être subitement privé de mari, vos 6 enfants également, de leur père? Bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que les gens nous ont traités en ennemis, des gens à qui on n'a rien fait. Et donc ils ont mis aujourd'hui mon mari dans une situation où en tant que père de famille, il n'est plus à même aujourd'hui de veiller à l'éducation de ses enfants. Et je l'ai dit
il y a quelques jours. C'est une épreuve difficile, dure, mais nous y faisons face. Inch'Allah. Voilà, visiblement, Madame Habré, on s'achemine vers un procès que l'État du Sénégal tient coûte que coûte à organiser au nom de l'Afrique et au nom de la lutte contre l'impunité. Que pensez-vous de cet argument invoqué par les autorités sénégalaises? Oui, effectivement, si on peut dire la banderole qui est agitée pour justifier l'affaire Habré, c'est la banderole de la lutte contre l'impunité. Vous qualifiez ça de banderole? Oui, c'est une banderole, c'est parce que c'est un prétexte, on va y venir, c'est un prétexte. Pourquoi? Parce que de tout temps, quand les gens veulent agir, ils ne disent pas les motivations réelles, mais ils cherchent un prétexte. Si vous voyez par rapport à l'actualité internationale, rappelez-vous la guerre contre l'Irak, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Saddam Hussein a des armes de destruction massive et il est en connexion avec Ben Laden. Et qu'il faut donc prendre ces heures, l'éliminer. Et après, on a vu que tout le monde a dit et reconnu que c'était pour le pétrole. D'accord. Récemment, tout près de nous, le Mali, on nous a dit, attention, le Mali, à cause des événements avec les djihadistes, on nous a dit, le Mali va devenir une république islamique, va devenir, c'est la barbarie, attention, il faut sauver le Mali va disparaître, etc. Pendant qu'on nous a dit ça, cette mise en condition et ces arguments et ces banderoles, comme on a dit, qu'est-ce qu'on nous apprend? Et je peux vous dire, citer même, le député Noël Mamère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on y va pour l'uranium. On y va pour l'uranium. Donc, on voit bien que l'argument lutte contre l'impunité, c'est un prétexte. Pourquoi c'est aussi un prétexte? Prenons le cas du Sénégal. La notion de l'argument lutte contre l'impunité, cette affaire d'impunité s'est posée un peu partout à tous les pays. Quelle est la réponse qui a été donnée? Si le Sénégal disait nous sommes en pole position pour lutter contre l'impunité, on a eu ici dans ce pays la guerre en Casamance, on a vu l'affaire du Diola. Quelle a été la réponse qui a été donnée à cette affaire? Et pourtant, nous on était là dans les années les plus chaudes de la guerre en Casamance, en 94-95. On a eu les rapports, si vous voyez les rapports d'Amnesty International, à l'époque c'est un Sénégalais même, M. Pierre Sané, ce qu'il disait sur la guerre en Casamance, vous enlevez Casamance, vous enlevez Sénégal, vous allez dire ça c'est l'affaire Habré. Ah bon? Ben oui. Vous faites le link entre les deux? Non, je dis simplement que l'argument est faux. Je dis l'argument est faux parce que si les gens étaient animés de la volonté de lutter contre l'impunité, ben, il faut commencer d'abord Bismillah ar-Rahman ar-Rahim par chez soi. Donc si ici quand la lutte contre l'impunité est à géométrie variable, on peut douter. Oui, sauf que là, dans le cadre du conflit casamancé, personne n'a été accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Attention, alors je vous renvoie au rapport d'Amnesty International. Croyez-moi, nous étions dans ce pays, c'était envers les années 94-95, Monsieur Pierre Sané, et croyez-moi, la polémique qui a été soulevée après ces accusations, c'est exactement tout ce que vous allez trouver dans l'affaire Habré, vous allez le trouver dans ces dossiers-là. Oui, mais il n'y a pas eu 40 000 morts en Casamance. Et on accuse votre mari d'avoir tué 40 000 personnes. Non, qui l'accuse? Les accusations sont d'une gravité extrême. Non. D'accord, je suis d'accord. C'est la théorie. D'accord? C'est la théorie. Mais seulement c'est un complot. C'est un complot. L'affaire Habré, c'est un complot. Si vous me donnez quelques minutes, on va l'expliquer. Oui, allons-y, voilà. On joue carte sur table. D'accord, on va l'expliquer. Comme je l'ai dit, l'argument lutte contre l'impunité, c'est un argument bateau. Puisque la preuve, c'est que, tenez-vous prêts, si par exemple, quand il s'agit du Mali, comme je l'ai dit encore, parce qu'il faut bien voir que le Tchad, les affaires du Tchad, c'est il y a 33 ans. D'accord? Ça remonte à 33 ans. Or, nous avons une appréciation récente, 82, ça fait 33 ans, 32 ans, 33 ans. Donc, si vous prenez le cas du Mali, qui est tout récent, quand on a parlé des actes graves, des tueries, des gens qui ont coupé les mains, violé des femmes, liquidé, on nous a montré des images atroces. D'accord? Toutes les ONG maliennes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les ONG maliennes et les avocats maliens sont allés saisir la CPI. Ils ont constitué leur dossier, ils sont allés saisir la CPI. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur a dit? On a dit non, vous n'allez pas engager une procédure judiciaire, vous allez faire la paix. Et on a créé une commission, justice, je crois, et réconciliation, vérité, un genre comme ça, et pour les obliger. Or, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend après que, finalement, dans le cas du Mali, ce n'était pas
comment dirais-je, vraiment la volonté du Mali, c'était que les groupes terroristes, Ansar ad-Din et compagnie, et les gens du MNLA, les gens avaient posé comme condition à la libération des familles des otages français, ils avaient posé comme condition qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire, que les mandats d'arrêt qui ont été lancés soient dégagés. Et donc voilà l'appréciation deux poids, deux mesures des événements récents. Vous avez vu la RCA récemment, toutes ces atrocités. Vous avez entendu les ONG parler? Non. Pourquoi? Parce que les gens qui mènent cette guerre contre d'autres, eh bien, ils sont de leur camp. La comparaison n'est pas raison. Non. Ce qui se passe au Mali ou bien en Centrafrique n'est pas comparable. Non, 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 avec attention. la situation qui a prévalu chez vous. Non, ce que je dis c'est quoi? On va y revenir de la situation du Tchad, il n'y a aucun problème. Ce que je dis c'est quoi? Ce que je dis c'est que l'argument que vous avancez n'est pas le bon. Il n'est pas le bon. La lutte contre l'impunité. Oui. Il n'est pas le bon, pourquoi? Parce qu'on va voir que est-ce que cette lutte contre l'impunité doit se faire à tous les prix et doit aboutir à une espèce comment dirais-je, d'opération, coup de poing, pour enlever quelqu'un au mépris du droit et tout. La lutte contre l'impunité, si on l'a fait, elle va s'inscrire dans le cadre d'une justice. Mais ce qu'on voit dans l'affaire Habré, est-ce que c'est de la justice? Non. On va le démontrer. Oui, pourquoi? Comme je dis, voilà, comme je dis, quand je parle de complot, je dis, c'est un complot, pourquoi? Parce que c'est un complot. D'abord, si vous voyez l'affaire Habré, nous avons beaucoup d'interlocuteurs. Nous avons, pardon, beaucoup d'acteurs dans cette affaire. Qui sont les comploteurs ici? Vous parlez de complot. Voilà, j'en viens. Vous avez, on a plusieurs intervenants dans cette affaire. Nous avons le Sénégal, nous avons le Tchad, nous avons la Belgique, nous avons la France, nous avons l'Union européenne, nous avons l'Union africaine, nous avons les ONG, nous avons le consortium demain. Ça fait du monde, n'est-ce pas? Ça, c'est un côté. De l'autre, vous avez qui? Vous avez qui? Vous avez Hissène Habré, sa famille et ses avocats. On est d'accord? Attendez. C'est un combat David contre Goliath. Mais bien sûr, attendez, c'est ça le complot. Et on va y venir. Alors, comment expliquer qu'un pays comme le Sénégal, un État de droit, un État, une démocratie, citer un exemple en Afrique, comment se fait-il que ce pays, dès qu'on l'a vu opérer dans l'affaire Habré, c'est le pays qui va faire des choses absolument invraisemblables? Un, c'est le pays qui va violer le droit d'asile. Deux, c'est le pays qui va emprisonner, d'abord faire des enquêtes. C'est le pays aussi qui va se mettre aussi à juger. D'accord? C'est le pays qui va violer toutes les décisions de justice. C'est le pays aussi qui va magouiller avec cette histoire de mandat de l'Union africaine. Comment ça se fait que ce Sénégal-là soit totalement défiguré quand il s'agit de l'affaire Habré? Et comment ça se fait qu'il y ait tant d'acteurs? Alors, moi, mon explication, c'est quoi? Mon explication est simple. Tous ces gens-là, France, Sénégal, Belgique, Union européenne, Union africaine, sont tous des gens qui sont une espèce de caste politique qui sont au sein de la France-Afrique. Si vous comprenez ce système de France-Afrique qui va mettre en place ces connexions, ces intersections. La France-Afrique est révolue. Non. L'affaire Habré s'inscrit dans un cadre de justice, de vouloir donner justice aux présumées victimes. Non. De quoi avez-vous peur en fait? Si tant est que votre mari est innocent, mais c'est de votre droit même, ou bien même c'est à vous-même de demander que ce procès soit tenu. C'est une occasion de manifester votre bonne foi et votre innocence. Non. Laissez-moi expliquer d'abord, d'accord? Laissez-moi expliquer, on viendra, il n'y a pas de problème. Laissez-moi expliquer, c'est grave de vous entendre dire que la France-Afrique a disparu. C'est pas possible. La France-Afrique, elle est là, présente tous les jours. Elle est là, elle est dans nos pays. C'est un système politique, économique, médiatique, qui a été mis en place au lendemain de nos indépendances de façade et qui était là, comme disait Focard, c'est les indépendances, nous devons partir, mais il faut qu'on s'organise pour mieux rester. Mais sauf que là, au Sénégal, on a un président né après les indépendances. Oh là là, non, donc non, il n'est pas lié par cela. Mais pas du tout, mais pas du tout. La France-Afrique, elle est là, non? Elle est au Sénégal, elle est partout. Et donc, quand on dit France-Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une part de la France, c'est-à-dire c'est pas le peuple français tout entier, c'est pas tout le gouvernement français, et c'est une part de la France
avec une part de l'Afrique, une part des élites africaines, qui contribuent à ce que 3 siècles de colonisation, 50 ans d'indépendance, mais nous sommes toujours en état d'insécurité, insécurité alimentaire, insécurité sanitaire, insécurité tout court, puisqu'on dit maintenant que tous les États se sont effondrés et que nous ne sommes pas capables d'assurer nos sécurités. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que nous soyons dans cet état? La France-Afrique, c'est aussi quand même un système de captation de toutes les richesses dans un pays, et en collusion avec l'élite africaine qui gère cette part d'Afrique. Et donc, nous allons voir ce système qui est aussi porté médiatiquement. Et si vous voyez l'implication des médias, de tous les médias que j'appelle moi médias de la France-Afrique, à travers les RFI, les France 24, etc., oui. Tous ces médias vont appuyer, et si vous les voyez, c'est un véritable lynchage médiatique de Hissène Habré. Donc je dis, ce n'est que comme ça, par le système qui porte l'affaire Habré, c'est une affaire France-africaine. Elle est portée par la France-Afrique. C'est ça qui explique que tous ces acteurs-là ont des interconnexions entre eux et agissent. Et qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Mais voilà, j'en viens. C'est un système. C'est un système qui est fait, qui fabrique chaque jour la pauvreté, notre pauvreté. C'est pas la peine de rêver. C'est pas, on nous dit souvent parfois, il faut travailler, encore travailler, toujours travailler. Et j'ai dit, nous travaillons. Je suis désolé. Les peuples d'Afrique, les populations d'Afrique, nous les femmes d'Afrique, nous travaillons. Mais la question, nous travaillons, nous continuons à travailler, nous avons toujours travaillé. Okay. La question, c'est où va le fruit de notre travail. Et donc, c'est là où je dis que le système france-africain, c'est un système, et bien sûr, qui est, quand vous voyez des bases militaires qui sont à côté, pourquoi y a-t-il des bases militaires? Pour défendre des intérêts. Vous vous rendez compte? C'est que ça veut dire que quand même, il y a des risques, et donc il faut avoir une base militaire pour défendre ses intérêts. Maintenant, bien sûr, dans la vie des nations, vous avez des gens qui vont être contre ces systèmes. Mais nous connaissons l'histoire contemporaine de l'Afrique. Les assassinats de leaders, les coups d'État, les guerres, tout ça sont faits pour, quand on voit qu'il y a un système qui veut être remis en cause. Donc, quand le système est remis en cause, mais on expurge les gens qui sont dans ce... Sauf que là, c'est différent. On accuse votre mari d'avoir tué 40 000 personnes. Non, c'est pas ça. J'en viens. Je voudrais d'abord expliquer vraiment pour que les gens comprennent. Vous voyez, comprennent les interconnexions. On va revenir à ça. Qui comprennent les interconnexions qu'il y a dans ces gens et qui comprennent pourquoi des gens font tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous voyez que vous-même, vous n'arrivez pas à donner des explications pourquoi un pays de droit se met à violer des droits. Pourquoi on magouille, pourquoi on harcèle Hissène Habré pendant 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave si on connaît l'histoire de l'Afrique? Rien du tout. Il a l'obligation de rendre compte. Non. Mais rendre compte à qui? Rendre compte à son peuple. Magistère. Je suis d'accord. Oui. Rendre compte au peuple tchadien. Où est-ce qu'il est le peuple tchadien? Vous le voyez quelque part, vous? Nulle part. Le peuple tchadien, il est absent de ce débat, il est bâillonné et il est exclu. Et ça, ce sont bien, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, les juges de chambre africaine, quand ils ont été au Tchad, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, au bout de la deuxième commission régulatoire, ils ont dit, nous n'avons aucun témoin à décharge. C'est extraordinaire. Vous avez 13 millions de personnes et vous n'avez pas une seule personne qui peut venir dire quelque chose. Des partisans d'Habré, il en existe toujours dans notre pays. Et je crois que Hissène Habré, c'est parce qu'il représente quelque chose qu'il est harcelé. Vous savez, dans les systèmes de la France-Afrique, si vous n'êtes rien, si vous ne représentez rien, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment un homme quelconque, eh bien, on ne vous poursuit pas. On n'a pas cette coalition internationale qui vous poursuit sur des bases totalement erronées. Donc, je voudrais continuer un peu sur la France-Afrique et expliquer la coalition de ces gens et leur interconnexion. Vous avez le Tchad, comme je l'ai expliqué, ce n'est que par le prisme de cette part du Sénégal qui contribue à la France-Afrique que nous pouvons comprendre comment le Sénégal agit de manière à ce que les Sénégalais eux-mêmes ne reconnaissent plus leur pays. Mais pourquoi comploter contre quelqu'un qui ne représente plus de menace pour personne? Attention, voilà. Est en exil, il n'a plus de pouvoir. Très bien, voilà. Eh bien ça c'est vraiment, c'est une bonne question. C'est très simple. Pourquoi on a assassiné les leaders? Pourquoi en Afrique on a assassiné les leaders? On a été jusqu'à les assassiner. C'est parce que tout simplement, vous voyez, si vous êtes maître dans une, par exemple, prenons le cas d'un professeur dans une classe, vous avez des élèves, ils sont tous sages, tout le monde est tranquille, ils travaillent, mais vous en avez un qui n'est pas tout à fait tranquille.
D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Si vous le laissez tranquille, si vous le laissez être cet élément perturbateur, bientôt vous allez avoir toute la classe qui va se soulever et parler. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous le faites, vous le dégagiez. Donc je dis que Hissène Habré, prenons le cas du Tchad, qui est un acteur majeur dans cette affaire. D'accord? Puisque le Tchad finance ce procès, donc ça veut dire que le Tchad cherche à faire du mal à Hissène Habré. Le Tchad contribue au financement du procès. Voilà. Le Tchad qui finance exclusivement le procès. Non, attention, le Tchad a donné sous l'ère de Wade 2 milliards. Il a redonné 2 milliards aujourd'hui. Sans le Tchad, sans l'argent d'Idriss Déby, on n'aurait même pas commencé cette affaire. Donc, autre chose, toujours parlant de ça, le Tchad, c'est quoi le profil du Tchad dans cette affaire? Quand on finance un procès, je pense que la notion de bailleur de fonds neutre, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la garantie. Quand on dit qu'il paye commande. Donc comment ça se fait? Les présumées victimes sont tchadiennes. Non, attendez, on parle du financement là. Comment vous pouvez accepter qu'on fasse un procès et on a des bailleurs qui sont engagés? Regardez le profil. On a le Tchad, vous avez dit, le Tchad d'Idriss Déby. Le Tchad, c'est celui qui a fait cette commission d'enquête bidon où vous parlez de 40 000 morts. D'accord? C'est une commission d'enquête subjective, non indépendante et totalement erronée et scandaleuse. D'accord? Ça c'est un. Le Tchad, donc, il est enquête, il présente, il amène son dossier. D'accord? Maintenant, le Tchad va financer. Le Tchad va contrôler l'action des juges. D'accord? Puisqu'on a vu les juges, vous savez que quand les juges agissent par commission rogatoire, d'accord, ça veut dire quoi? C'est un terme technique que les gens peut-être n'arrivent pas parfois à comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges des chambres africaines, quand ils vont au Tchad, ils sont encadrés d'abord, ils sont reçus par les juges tchadiens. Ils sont reçus par les juges tchadiens et ce n'est que sous leur égide qu'ils travaillent. Ils sont indépendants, les juges? Non. Les juges qui sont dans la commission rogatoire, mais indépendants. Quels juges? Qui font le travail. Les Tchadiens ou Sénégalais? Les Sénégalais. Mais ils sont payés par Idriss Déby. Ils sont payés par Idriss Déby. Ils ne peuvent pas être indépendants, ces juges-là. Et la preuve, c'est qu'ils ne font aucune enquête. Ils ne font absolument aucune enquête. Autre chose, la justice tchadienne, c'est quoi? Je crois que le monde entier a eu deux éléments importants par rapport à la justice tchadienne, d'appréciation. La justice tchadienne, c'est l'affaire Arche de Zoé. C'est l'affaire Arche de Zoé, on l'a vu. Quand Sarkozy a choqué toute l'Afrique en disant « j'irai les chercher quoi qu'ils aient fait ». Tous les Africains ont prié intérieurement en disant pourvu que là-bas les gens ne les lâchent pas. Mais on les a lâchés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une justice qui obéit aux ordres de l'exécutif. Deuxième élément d'appréciation de cette justice tchadienne, c'est notre propre condamnation à mort. En 48 heures, nous on n'était même pas au courant. Donc on nous a condamnés à mort. En 48 heures, Idriss Déby a convoqué les juges de la Cour suprême et il leur a dit « je veux un arrêt ». Et puis c'est fini. Donc, est-ce que ça, c'est des garanties d'impartialité et tout? Autre chose, on a vu M. Bakefal. On a vu les actes odieux qu'il a posés. Le procureur général des chambres africaines. Donc, quand Bakefal se lève de Dakar et il va au Tchad, qu'est-ce qu'il a entre les mains? Il a quoi? Il a la commission d'enquête bidon du Tchad. Il a le dossier belge, les auditions de personnes. Pas d'enquête encore. Et il a le rapport des ONG. Et il va au Tchad. Qu'est-ce qu'il fait quand il va au Tchad? Il va directement, il rend visite au Premier ministre. Excusez-moi, mais c'est quand même une attitude qu'on peut un peu critiquer. Donc, il va rendre visite au Premier ministre. Et après, il sort sur le perron, il fait une déclaration à la télévision tchadienne. Qu'est-ce qu'il dit? Bakefal dit... voilà, nous sommes venus pour vraiment l'affaire Habré, nous allons enquêter tous ces crimes et tout ça. Et en fait, il fait des déclarations choc, des déclarations qui choquent aussi l'opinion, parce qu'il prend fait et cause pour les ONG contre le président. Il prend des positions vraiment incroyables pour quelqu'un qui voulait montrer... oui, mais pendant ce temps, que font vos avocats? Est-ce qu'ils travaillent à tirer d'affaire leurs clients? Non, comme je vous l'ai dit, nous avons, vous connaissez notre position. Notre position, c'est de ne pas rentrer dans un complot. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ce qu'on nous demande, c'est quoi? Vous avez des gens qui se sont organisés, qui vous ont mis carrément une corde. Et maintenant, on vous dit, Bismillah, montez et mettez votre tête dans cette corde. Est-ce que les gens se rendent compte des actes qui ont été posés? D'accord?
Vous avez, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que si vous voyez les implications des différents acteurs, mais une affaire, on peut la juger quand on voit les implications, les connexions, et on voit que vraiment c'est un truc, une voie sans issue. On prépare une condamnation. Quand les gens construisent des prisons, une prison avant jugement, quand on vous enferme d'abord, on va chercher une enquête. Vous pensez que Hissène Habré est déjà sur le grill? Mais avant même non, le jugement. je dis que le complot et le contrat qu'ils ont eu à exécuter, c'est un contrat tout simplement de condamnation. C'est un contrat de condamnation, et ce que font les juges aujourd'hui, ils déroulent une pièce de théâtre. On assiste à une pièce de théâtre, parce que pourquoi? Vous voyez des juges qui partent mais qui n'enquêtent pas. Eux-mêmes disent on a continué des auditions. Jusqu'à la dernière, jusqu'à la troisième, on est toujours au stade d'audition. Mais c'est quand les enquêtes? Ça veut dire qu'ils ne font pas d'enquête. Et c'est tellement, ils ne font pas d'enquête, pourquoi? Parce que je vais expliquer un truc simple par rapport à l'histoire du Tchad. Par rapport à l'histoire du Tchad et par rapport à leur feuille de route. Vous voyez? Quand les ONG ont lancé cette affaire de lutte contre l'impunité, moi j'aimerais aussi, par rapport aux ONG, dire 2-3 mots. Si je suis une ONG africaine, je vais me préoccuper de la lutte contre l'impunité, même quand elle nous concerne. C'est-à-dire que pourquoi la question de la lutte contre l'impunité est-elle posée toujours aux Africains entre eux? Pourquoi, quand depuis la traite négrière, vous prenez les crimes coloniaux, les crimes néocoloniaux, vous avez les assassinats des leaders, vous avez le génocide du Rwanda, vous avez la guerre du Mali, vous avez la RCA, tout ça, vous avez tous ces événements où des crimes odieux ont été commis, mais ces crimes ont été commis par des étrangers, mais aucun Africain ne pose ce débat-là. Et que la lutte contre l'impunité et ce qu'on nous fait, c'est nos ONG à nous, nos ONG africaines, ne font que emboucher les trompettes des autres et faire la guerre des autres. C'est en cela que je ne leur reconnais pas le droit de dire quoi que ce soit sur Hissène Habré, tant qu'elles ne prendront pas en considération aussi l'histoire du Tchad. J'en reviens. Elles sont là pour veiller au respect des droits humains. Pas du tout. Mais vous avez entendu quoi sur la RCA? Ils sont là, non? Vous avez entendu quoi sur la RCA? Vous avez vu les crimes qu'il y a eu? Vous avez entendu une seule ONG africaine parler de la RCA? Jamais. On n'a pas entendu. Vous les avez entendus réclamer justice aussi pour le Mali? Dire que ce n'est pas possible. Cette affaire du Mali, on a vu des horreurs. Et ça nécessitait même une intervention militaire étrangère. Et donc, comment ça se fait que ces ONG-là, on l'a vu pour les crimes, le génocide du Rwanda? Mais c'est affolant. J'ai cessé de croire à toute élite africaine à partir du génocide du Rwanda, où on a vu des actes préparatoires. Et d'ailleurs, c'est très intéressant l'affaire du Rwanda parce qu'on va la relier à notre affaire. Il y a un jugement d'ailleurs en France concernant le génocide rwandais. Voilà, oui, mais attention, attention. Si vous avez vu les génocides rwandais, il n'y a pas un seul blanc qui a été jugé pour les actes qu'ils ont commis. Et Dieu sait qu'il y en avait. Et la Belgique a refusé et a fait sortir tous ces ressortissants qui ont été accusés. Elle les a fait partir en Belgique. Vous avez aujourd'hui des relations avec la France qui posent toujours problème. Récemment, lors des commémorations, on l'a encore vu. C'est-à-dire que, et si vous voyez techniquement comment les gens ont fait, et c'est là où on va peut-être faire le lien avec notre affaire, vous savez, quand les ONG nous parlent de crimes contre l'humanité, de crimes imprescriptibles, très intéressant. Les crimes imprescriptibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut remonter dans le temps. Ça veut dire que, par exemple, si on prend le cas du Sénégal, on peut remonter jusqu'à Thiaroye 44. Parce que c'est la notion d'imprescriptibilité. Or, très étonnamment, on prend le cas du Tchad, on dit crime contre l'humanité, mais hop, on met des bornes. On dit, attention, 82-90. Qui correspond à la période où votre mari était président. Pourquoi? 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 C'était la période de la guerre. Non, pourquoi? Attention, l'histoire du Tchad, c'est pas seulement ça. La guerre, elle a commencé depuis 63. La guerre au Tchad a commencé depuis 63. Alors pourquoi? Voilà, c'est pas innocent. C'est très intéressant. Pourquoi on a fait ces bornages? On a fait ces bornages pour soustraire des interventions militaires françaises. Parce que l'histoire du Tchad, c'est quoi? Vous avez un pays qui arrive à l'indépendance. Et ce pays-là, quelle est sa situation au lendemain des indépendances? Dès 63, on va avoir... Donc en 60, un président qui va être à la tête de ce pays. Ce président, c'est M. Tombalbaye, d'accord? Et très rapidement, dès 63, on a déjà les premiers conflits, arrestations de leaders
et des premières exactions. D'accord? En 66, vous avez des révoltes paysannes qui commencent. À cette époque, Hissène Habré était peut-être étudiant même. Et donc, on a un pays qui commence avec des rébellions et des guerres. Un régime qui est dictatorial, un régime criminel qui constitue vraiment les racines du mal tchadien, par un développement inégalitaire des régions, une discrimination au niveau de l'éducation, au niveau de tout. Et des régions entières sont laissées pour compte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce régime, qu'est-ce qu'il fait? Ce régime demande l'aide de la France au nom des fameux accords de défense. Et la France va se positionner dans ce pays-là et elle va mettre ses hommes et ils vont intervenir. D'accord? Ça veut dire quoi? Quand ils vont intervenir contre des Tchadiens, contre des rebelles. À cette reprise, dans les territoires tchadiens, au nord, au centre et à l'est, vous allez avoir plus de 5000 hommes. 5000 hommes dans la fameuse légion étrangère. Donc ça veut dire quoi? C'est des crimes qui sont commis. Vous avez des villages entiers qui sont rasés. Vous avez les crimes les plus abominables. Et pourquoi on ne remonte pas à ça? Pourquoi? Vous voyez, ces bornes-là sont très intéressantes parce qu'ils ont mis ces bornes pour éviter qu'on arrive à leur exaction à eux. Encore une fois. Donc, ça veut dire que vous avez une cible, vous avez comme des snipers, vous voyez, des snipers qui cherchent qui il faut toucher, et c'est un peu ça. Donc, c'est contre ça que nous, on refuse. Oui. Vous êtes au moins d'accord que le président Hissène Habré n'a pas les mains propres? Non. Lui qui a été chef de guerre, dirigé une rébellion et ensuite président de la République. D'accord, d'accord. La notion de main propre, elle est relative, franchement. La notion de main propre dans un état de guerre, je dis une chose, nous connaissons les guerres tchadiennes. Le Tchad, c'est le seul pays africain. C'est pour ça que j'ai dit, quelque part, poser la question de l'impunité par rapport aux événements du Tchad, quand on met les pieds dans une guerre civile, et c'est ce que vont faire les juges sénégalais, j'espère en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand vous avez une guerre civile qui est une guerre terrible, qui oppose des communautés ethniques et religieuses. L'histoire du Tchad, malheureusement, les gens ne connaissent pas l'histoire du Tchad, mais je pense que le régime d'Hissène Habré n'a pas commis de crimes contre l'humanité. Ah oui. Non, je suis désolé. Il y a eu une situation de crise grave. Le Tchad, c'est le seul pays qui a connu plus de 30 années de guerre civile, d'accord? Et cette guerre-là, elle s'est faite contre Hissène Habré, d'accord? Dans la phase où il y a les opérations militaires contre lui, d'accord? Et ça, on ne veut pas en parler. Pourquoi? Donc, si on est africain, si on dit que la vie des Africains est aussi valable que les autres, donc on doit poser tous les problèmes. Deuxièmement, c'est le seul pays aussi où il y a eu tellement de problèmes que quand la colonisation en 1960 nous a donné l'indépendance, vous avez la région nord du pays où on a dit non, les administrateurs coloniaux doivent rester encore pendant 4 ans. C'est le seul pays. C'est le seul pays africain qui a connu un conflit international armé avec la Libye. Un conflit international avec la Libye. C'est le seul pays africain qui a vu ces villes bombardées par les hommes de Kadhafi. Donc aujourd'hui, pourquoi même, regardez, même si on prend cette sélection qui n'est pas innocente de ce bornage de la justice qui cible que le régime de Hissène Habré. Oui, il n'est pas le seul. Il y a 5 de ces co-inculpés, co-accusés également qui doivent répondre devant la justice. Non, ça c'est eux. Où ils sont? D'ailleurs, si on prend cet aspect, même si on prend cet aspect, je voudrais aussi dire une chose simple. La responsabilité pénale, elle est avant tout individuelle. Nous sommes d'accord. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si votre enfant, même votre enfant tue quelqu'un, même si vous voulez aller en prison à sa place, c'est pas possible. C'est lui seul qui va aller. Très bien. Et si on est commanditaire du meurtre? Qu'on le prouve. Qu'on le prouve. C'est ce que Mbacké Fall et compagnie sont en train de faire. Mais non, pas du tout. Mbacké Fall ne fait pas ça. D'abord, Bismillah Rahman Rahim, Mbacké Fall devrait attraper d'abord les auteurs, ceux qu'ils pensent être des auteurs directs. Où ils sont les auteurs directs de ce qu'on nous dit là? Où ils sont? Ça fait 1 an, on a pris Hissène Habré, on l'a mis en prison. Mais où ils sont les auteurs directs? Ils ne les cherchent même pas. Ils devraient d'abord commencer par les inculper. D'accord? Il devrait commencer d'abord par les inculper. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait Mbacké Fall? Il fait une conférence de presse et il disculpe Idriss Déby.
Il dit Idriss Déby n'a rien à faire. C'est son travail, ça. Alors que l'article 10 des statuts des chambres africaines dit quoi? Dit qu'il y a une possibilité de poursuivre Idriss Déby. Après, vous avez le patron de la cellule de com, lui aussi, il renchérit, il défend Idriss Déby. Mais bon Dieu, mais laissez les gens d'Idriss Déby le défendre. Oui, en tout cas, le président Hissène Habré opte pour le silence et se présente avec un turban devant le juge. Alors, comment faut-il expliquer cette stratégie? Mais ce n'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie. Vous parlez du silence, c'est ça? Du silence et du turban. Mais le turban, c'est une tenue traditionnelle tchadienne. Bon sang, les gens portent des casquettes, des verkis, des machins. C'est pas interdit de porter des turbans. On se présente au juge à visage découvert. Mais pourquoi? Mais son visage était découvert. Je suis désolé. Son visage était découvert, il était identifiable. Et Hissène Habré, il est où? Il n'est pas chez lui. Ou on peut dire qu'il va mettre un turban et c'est son frère qui est venu? Non. Hissène Habré, il est entre leurs mains. Hissène Habré, il est entre leurs mains depuis 1 an. Et quand on le convoque dans les auditions, qu'est-ce qui se passe? C'est le directeur du Cap Manuel qui se met en tenue, qui le prend dans sa voiture avec ses gars et qui l'amène. On peut douter de l'identité d'Hissène Habré? Non. On a en face de nous des gens qui tournent en rond et qui sont devant une situation de blocage où ils doivent nous édifier sur les faits qu'on nous reproche. Et qu'est-ce qu'on voit? Moi, si j'étais un juge et que j'avais un dossier où on me parle de 40 000 morts, croyez-moi, je perds le sommeil, je ne vais pas me perdre mon temps avec des histoires de Mais il ne parle pas devant le juge, il opte pour le silence. Mais oui, mais je vous explique que le silence n'est pas une stratégie. Le silence, comme vous ne m'avez pas laissé finir mon système où je vous explique à travers donc, ce système de France-Afrique et cette connexion. Parce que là, il y a le temps qui ne nous attend pas. D'accord. Voilà, et on a beaucoup de questions. Oui, sur le silence de votre mari, comment faut-il l'expliquer? Mais c'est pour ça, je reviens encore pour vous expliquer que le silence, c'est la conséquence du complot. Si vous avez compris le complot, si vous avez... C'est quoi ce qu'on voit se mettre en place dans nous? Vous trouvez-vous normal que le pays qui vous a accordé l'asile, se retourne contre vous, mette ses juges et vous emprisonne et contrôle cette situation? Vous trouvez ça normal? Quand vous trouvez ça normal, vous trouvez normal que si on vous juge, mais en fonction de quoi je vais leur donner du crédit, moi? Quand tout le processus judiciaire n'est fait qu'une compilation de violations, vous, Pierre-Édouard, si demain on vous juge, mais vous allez demander à ce qu'on vous juge de manière équitable. Mais qui sont ces gens qui participent à ce procès? Ce sont des gens, une petite coalition depuis en amont. Regardez tous les actes qui ont été posés. Le Sénégal, c'est le pays qui accueille. Maintenant, il se retourne, il juge, il arrête, il emprisonne, il envoie les forces de... Il a un mandat de l'Union africaine, le Sénégal. Voilà. Oui, le Sénégal n'a pas exprimé également. Très bien. Voilà, il est dans un d'abord, non, voilà, d'intégration. Le mandat de l'Union africaine, c'est quoi? Le mandat, mais c'est une grosse magouille. Parce que pourquoi? Quand une affaire est terminée au Sénégal et que la procédure est allée jusqu'à la Cour de cassation, par quelle gymnastique vous allez prendre une affaire pour l'amener à l'Union africaine? Par quelle gymnastique? Impossible sur le plan légal. Ça a été une magouille du régime Ouad pour pouvoir continuer comment dirais-je, les poursuites. Au niveau de l'Union africaine, c'est très intéressant. L'Union africaine n'est pas une cour de justice. L'Union africaine n'a pas de mandat, n'a jamais donné de mandat à quiconque. Et c'est une magouille qui a été rendue possible par Gaddafi. Pourquoi? Parce que nous, nos avocats, sont allés à l'Union africaine. Quand on a su que le dossier est à l'Union africaine et qu'ils allaient bouger là-bas, nos avocats sont partis à l'Union africaine. Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les gens leur ont dit, il n'y a pas de dossier Hissène Habré ici. Mais comment ça? Ils ont dit, mais nous, on est partis, non? Si quelqu'un dit qu'on va donner un mandat pour vous juger, il doit pouvoir venir s'expliquer, nous aussi, on va nous entendre. Mais, pas du tout. Les gens ont dit, il n'y a pas de dossier. C'est un truc qui a été fait au niveau de la conférence des chefs d'État, et puis c'est passé. Autre chose, quand on vient et on fait l'accord, d'accord? On fait l'accord de création de chambres africaines. On a l'accord qui est signé par Mme Touré et par Robert Dossou. Robert Dossou, c'est un envoyé spécial. Mme Touré, Aminata Touré. Aminata Touré, voilà. Voilà, Mme Aminata Touré, Premier ministre, pardon, ministre de la Justice à l'époque. Oui. Donc, Monsieur Robert Dossou, voilà. Robert Dossou, envoyé spécial pour l'affaire Habré. C'est lui qui signe un accord international. Monsieur Robert Dossou, c'est quoi? C'est qui? C'est le président de la Cour constitutionnelle du Sénégal, de Bénin,
il n'est pas un fonctionnaire de l'Union africaine, il n'est pas un responsable, il ne peut pas l'engager normalement sur le plan du droit. Madame Touré elle-même, et je suis confortée, récemment, l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Alioune Badara Cissé, l'a déclaré récemment dans une grande interview. Il a dit l'accord de création des chambres africaines est totalement illégal parce qu'il a été signé par une autorité qui n'en avait pas la compétence. C'est édifiant. Donc, pour vous dire, on fait un processus et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous aussi, on s'est battu avant pour dire, de dire qu'il faut garder le silence. On s'est battu. On va se battre comment face à cette coalition? On va se battre comment? Nous, on a pris le droit. Non, le droit, attention. Nous sommes battus. Nous nous sommes battus bec et ongles en prenant seulement le droit dans nos mains. Et on a gagné sur tous les plans. Mais, comme nous sommes dans le cadre de la France-Afrique, où il y a c'est une zone de non-droit, où c'est une zone de forcing, attendez, c'est une zone de forcing, et les gens ont forcé et ils sont arrivés. Nous nous sommes battus que par le droit. Le droit nous a toujours donné raison. Oui. Eux, ils ont la force. Autre chose, juste pour, sur l'affaire de l'Union africaine, c'est très important. Comme j'ai dit, nous avons introduit beaucoup de recours. Quand le ministre de la Justice du Sénégal nous insulte, le ministre de la Justice, insulté comment? Il a insulté le président, il lui a dit, c'est un bourreau. C'est une insulte. Vous prenez ça comme une insulte? Ah bon? Mais si ce n'est pas une insulte, c'est quoi? On vous traite de bourreau, un bourreau c'est quoi? C'est une insulte grave. Et il nous a insultés. Qu'est-ce qu'on fait? On a saisi la justice. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout bloqué. Quand le président de la République prend un décret pour permettre au président de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine de nommer des magistrats sénégalais, c'est totalement illégal. Qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi saisi. On a déposé un recours auprès de la Cour suprême. Où est-ce que ça en est? Ça fait 1 an, c'est bloqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système qui nous bloque partout, qui est hors du droit. Et c'est ça que je dis que l'affaire Habré est portée par la France-Afrique. Et c'est pour ça que c'est un complot où tous les gens, vous les voyez participer. Regardez une chose incroyable. Nous avons, pour montrer les implications et pour montrer qu'il n'y a pas d'issue. C'est un complot. Ils ont eu recours au consortium. Hein? Oui. Avant d'en arriver au consortium, madame, à propos de droit, il y a la chambre d'accusation des chambres africaines qui a tranché en faveur du procureur Mbacké Fall et Hissène Habré devrait normalement se présenter à visage découvert aux audiences. Est-ce que vous allez vous soumettre à cette décision? Mais non, de toute façon, ça c'est déjà réglé. Hein. Cette affaire du turban est déjà réglée. À leur niveau à eux, le président, lui, se présente avec son turban et voilà. Ah oui? Oui, ça c'est déjà... Il y a son turban? Absolument. Pourquoi? Parce que le turban est une tenue traditionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez bien, hein, c'est intéressant cette parenthèse, parce que M. Mbacké Fall, c'est un Sénégalais. Je dirais qu'il vit dans un pays sahélien. Et je pense que dans cet environnement africain et sahélien, je crois que ce n'est pas la première fois qu'il voit un turban. Au Sénégal, les gens le portent. Vous voyez, les populations peuvent le porter. Hein, et la Mauritanie est en proximité, elle le porte. Et M. Mbacké Fall, par égard à l'autorité judiciaire, il devait se présenter à visage découvert. Mais non, mais son visage est découvert. Moi, je ne comprends pas. Son visage est découvert. Si vous voulez, je vais vous montrer des photos où vous allez voir que son visage est... Parce que pourquoi? Cette affaire du turban, elle n'a opposé que les juges entre eux, c'est pas nous. Hein. C'est le juge d'instruction qui s'est opposé à M. Mbacké Fall, qui lui a dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est? Je vois Hissène Habré devant moi, je le reconnais, il est à visage découvert. Donc, c'est une tenue traditionnelle. Et donc, c'est entre eux, c'est pas nous. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le juge dit non, laisse tomber, c'est moi. Et c'est une mesure de police d'audience. Vous savez, c'est un truc absolument fou. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le juge a dit non. C'est comme, par exemple, vous savez, dans un tribunal, s'il y a trop de bruit. S'il y a trop de bruit, le juge décide d'évacuer la salle. Donc, on dit que ce sont les mesures de police d'audience. Ils ont géré ça. Donc le juge a dit, moi je gère ça, ce turban ne me dérange pas, je reconnais bien Hissène Habré, il y a 1000 façons de porter le turban, la façon dont il l'a porté, il est totalement identifiable. Donc on laisse tomber. Mbacké Fall a dit, je ne suis pas d'accord, je poursuis. Il dit, mais vous poursuivez quoi? Une décision virtuelle? Et la Chambre lui a donné raison, la Chambre d'accusation. D'accord, la Chambre lui a donné raison, la Chambre d'accusation lui a donné raison. Nous avons estimé que c'est un abus et que c'était comme ce que j'ai appelé moi, une politique de l'humiliation.
ça veut dire qu'on veut vous décoiffer, à défaut de vous frapper, eh bien, on veut vous décoiffer. Pourquoi? Pourquoi? Donc, on a refusé, le président a refusé, et puis voilà. Donc, maintenant, ils ont réglé le problème entre eux, et à toutes les deux autres audiences, le président a porté son turban, et c'est tout. Oui, ce même Macky Sall a annoncé la date du procès, donc procès prévu pour 2017. Est-ce que vous êtes prêt à aller au jugement? Non, nous on reconnaît pas ces gens-là. On ne les reconnaîtra jamais. C'est un complot. Ils ne font aucune enquête. Ils sont en train de faire une pièce de théâtre qu'ils sont en train de dérouler, de faire semblant. Et on fait semblant, on fait croire aux Sénégalais qu'on fait des enquêtes. Il n'y a aucune enquête. Ils ont de 82 à 90, même si c'était totalement, comment dirais-je, injuste, hein, au regard de l'histoire du Tchad, ils ont pris cette période, et même dans cette période, ils ne font pas leur travail. Parce qu'en 1982, dites-vous bien que quand Hissène Habré vient et prend le pouvoir, le 6 juin 82, presque la moitié du Tchad n'est pas entre ses mains. Elle est entre les mains des chefs de guerre. Donc, si aujourd'hui les chambres africaines n'ont pas convoqué les chefs de guerre, ça veut dire qu'ils ne font aucune enquête. Et ils ne font aucune enquête, ils sont en train de faire une espèce de pièce de théâtre pour faire croire à l'opinion sénégalaise qu'on veut prendre comme pour un peu, disons, caution pour agir et passer à la condamnation. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, comme nous aussi, nous avons communiqué et ils ont senti qu'il y a des choses qui ne vont pas, ils ont eu recours à ce consortium pour porter, les aider à manipuler l'opinion. Voilà. Et je pense que c'est totalement scandaleux. Parce que on n'a pas besoin d'une agence de communication pour porter des accusations si on est un juge en son âme et conscience, si on fait des enquêtes. Mais comme on ne fait pas d'enquête, on a besoin d'un renfort médiatique pour opérer un balisage médiatique et pour pouvoir passer à une condamnation. Oui, à la lumière de ce qui suit, on ne pourrait pas accuser les chambres de partialité, parce que le Tchad ne va pas se constituer partie civile au procès de Hissène Habré, et les chambres ont tranché. Non, voilà. Votre faveur, okay. Non. Nous, on n'a rien à voir avec cette histoire. Nous, on n'a rien à voir avec cette histoire. Il n'y a aucun acte de notre part dans cette procédure. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Donc, le Tchad a fait déposer une plainte et s'est constitué partie civile, d'accord? Ce sont les ONG elles-mêmes entre elles, ce sont elles, les ONG qui ont contesté cette constitution de partie civile. Donc l'arrêt tel qu'il a été rendu dit que on ne peut, un pays, la compétence des chambres africaines étant vraiment limitée aux problèmes de crimes contre l'humanité, crimes, actes de torture, etc., il n'y a pas la notion de préjudice financier là-dedans. Et donc, nous ne sommes pas compétents. Et qu'un État, personne morale, ne peut pas se prévaloir d'actes de torture et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont été, mais ils ont fait appel. Le Tchad a fait appel, donc leur histoire se poursuit. Voilà. Vous écrivez souvent des lettres ouvertes adressées au président de la République, Macky Sall. Mais depuis quelque temps, on ne voit plus paraître de telles missives. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Elles vous manquent, mes lettres? Non, les lettres, comme je l'ai expliqué récemment dans cette interview, j'ai écrit des lettres pour qu'ils sachent tout le mal qu'il nous fait, et pour qu'ils comprennent ce que nous avons dans le cœur. Et tant que j'aurai des choses à dire, je les dirai. Je prépare une autre lettre. Donc ne vous inquiétez pas, elles arrivent. Elles vont continuer. Tant que j'aurai des choses à dire, vous ne subissez pas aucune pression? Vous ne subissez aucune pression? Ah si, oh là là. Vous savez, j'ai écrit des lettres, donc les gens m'ont téléphoné, on m'a insulté, on m'a dit si vous faites vous aussi la tête dure comme Hissène Habré, on va vous liquider. Alors que je crois que mes lettres, il n'y a rien je n'ai jamais insulté quelqu'un, c'est pas dans mon éducation, surtout à ce niveau de responsabilité, une autorité comme celle-là. J'ai dit des choses qui piquent, qui piquent un peu, qui dérangent. Je suis d'accord, c'est normal, vu tout ce qu'on nous a fait. Et voilà, j'ai reçu donc beaucoup de menaces, des choses comme ça. Il y en a qui ont dit, bon voilà, pourquoi elle dit non, Monsieur le Président. Vous voyez, la dernière lettre, c'était non, Monsieur le Président. Ben, vous savez, quand on est président de la République, on entend chaque jour
oui, Monsieur le Président, naam, Monsieur le Président, bravo, Monsieur le Président, machallah, Monsieur le Président, etc. Donc, si vous entendez quelqu'un qui vous dit non, Monsieur le Président, ce que vous faites est injuste, ce que vous faites c'est ceci, cela, je pense que c'est très salutaire. Et si j'étais président de la République, si quelqu'un me dit non, Monsieur le Président, ce que vous faites là, c'est cela, je vais m'y arrêter 2 secondes. Voilà. Durant la perquisition, un des avocats de Hissène Habré, Maître El Hadji Diouf, sur ce même plateau, a parlé de vol opéré dans votre domicile. Est-ce qu'effectivement il y a eu du vol chez vous? Bon, par rapport à cette histoire, elle est en train d'être gérée d'une manière différente. Je préfère ne pas en parler ici, largement parler. Nous préparons un dossier que nous allons soumettre au président de la République. Pas à la justice, parce que vu le nombre de dossiers, de plaintes qu'on a déposés qui sont bloqués, bon, on n'y croit plus trop. Hein, mais nous allons le saisir avec un dossier complet et il appréciera ou il n'appréciera pas, c'est pas important. Oui, le procureur Mbacké Fall disait qu'après inventaire, le matériel vous sera restitué. Est-ce que effectivement vous l'avez reçu? Non, on n'a absolument rien reçu. Rien reçu, vraiment rien du tout. Ils ont pris tous les ordinateurs des enfants et tous les jeux vidéo et tout ça, c'est des trucs. On se demande à quoi ça sert. Ils ont tout pris, donc voilà. Ils en font ce qu'ils veulent, bon, voilà. Nous, vraiment... Que pensez-vous de la polémique entre le CNRA et les chambres africaines concernant la retransmission du procès de Hissène Habré? Je pense que, vous savez, c'est intéressant parce que le statut des chambres africaines, vous savez, ce statut-là, il est un statut que nous, on estime, si on avait permis nos recours, on aurait eu la possibilité de savoir sa légalité et tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas légales. Le CNRA est dans son droit, nous l'avons saisi, nous avons travaillé très sérieusement sur ce dossier et nous avons saisi non seulement le CNRA, mais aussi le CORED. Le CNRA a rendu une décision, moi je pense que c'est une décision vraiment de haute portée, juridique, politique, sociologique, et qui vraiment honore cette institution. Elle honore, nous, pour travailler dans ce dossier, nous avons vu la jurisprudence du Conseil supérieur de l'audiovisuel en France, et croyez-moi, franchement, vraiment, je dis félicitations, parce que vraiment c'est un texte bien écrit, argumenté et tout. Mais qu'est-ce qui vous gêne dans la retransmission du procès? Ne serait-ce que pour la manifestation de la vérité. Mais Pierre-Edouard, je suis un peu triste parce que, avec tout ce que j'ai dit, vous êtes toujours dans votre position de dire que la manifestation de la vérité. Mais qui cherche la manifestation de la vérité? Personne ne cherche la manifestation de la vérité. Les gens cherchent à coincer Hissène Habré. C'est tout. Uniquement. Mais bien sûr. Mais le ferait-il à quelle fin? Mais c'est ce que je vous explique au niveau de la France-Afrique. Je vous ai expliqué que quand on a eu à assassiner des leaders, pourquoi on l'a fait à votre avis? À défaut de les assassiner aujourd'hui, dans l'air du temps, mais on les poursuit. On a poursuivi Laurent Gbagbo, on a poursuivi Hissène Habré, on a poursuivi Omar Hassan al-Béchir. Parce qu'ils ont été coupables d'exaction. Pas du tout, mais regardez pour la Côte d'Ivoire, on a bien vu, non, aujourd'hui. Regardez ce que la CPI a dit par rapport à l'affaire Gbagbo. Qu'est-ce qu'elle a dit, la CPI? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de confirmation des charges. Parce que pourquoi? Tout le dossier de la CPI, des gens qui ont déposé des plaintes contre Gbagbo, c'était les rapports des ONG. Et la Cour pénale internationale a dit les rapports des ONG ne sont pas suffisants pour faire un procès pénal et ne sont pas des accusations crédibles. Voilà, donc ça veut dire que personne ne cherche la manifestation de la vérité. Nous, on sait que c'est un complot qui est porté par la France-Afrique, dans lequel ont trempé tous ces pays-là. Et c'est une pièce de théâtre qu'on est en train de jouer aux Sénégalais pour leur faire croire que nous sommes en train de faire. C'est pour ça qu'ils ont eu besoin de ce consortium pour porter des accusations. Ça s'est vu nulle part dans le monde, une agence de communication qui aide un tribunal à porter des accusations, à les rendre crédibles, et on utilise des journalistes, et d'ailleurs même d'ici 2 jours, ils vont partir encore au Tchad, et on a brouillé le rôle des journalistes, on les a fait des acteurs d'une affaire judiciaire en violation totale de la présomption d'innocence. Mais le consortium veille aussi à l'équilibre de l'information. Pas du tout. Je dit que ce sont vos avocats qui ne veulent pas répondre à leur sollicitation. Le consortium est payé par qui? Il est payé par qui? Il est payé par les chambres africaines. Malgré tout, il est neutre. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Comment ça est neutre? On vit tout de suite que dire qui paye commande. Hein? Mais quand même, on n'est pas des enfants. Le consortium est
Et vous savez, la branche Belgique de ce consortium, cette branche-là est la même que celle qui est à côté de Reed Brody. D'accord? Quand vous avez des journalistes qui disent clairement, qui ont écrit noir sur blanc, que la RADDHO et M. Reed Brody les a financés, il les a financés pour mener des accusations et lyncher médiatiquement Hissène Habré. Mais c'est très grave. Normalement, tous les organes de régulation des médias devraient se lever et de dire que c'est des actes de corruption graves. Ça reste à démontrer. Hein. Mais comment? Mais non, dans le quotidien c'est écrit. Ils l'ont écrit noir sur blanc. Le quotidien a écrit que notre épopée au Tchad a été financée par Reed Brody. Et Reed Brody, il est partie prenante de l'affaire Habré. Donc normalement, hein, moi-même j'interpelle même les écoles de journalisme par rapport à ce consortium, par rapport à son rôle, qui veut faire des journalistes des acteurs d'une affaire judiciaire, qui veut les manipuler pour porter des accusations, les rendre crédibles, des voyages au Tchad qui sont financés. Quand quelqu'un vous paye le billet, les hôtels, les per diem, il reste quoi? Il reste quoi? Il reste l'aspect professionnel. Non, non, ils n'ont pas ce droit-là. Que les journalistes aillent couvrir l'affaire Habré. Ça veut mettre en cause l'éthique des journalistes. Mais non, je dis que leur rôle est brouillé. Je dis que leur rôle est nous on ne parle pas dans le vide. Nous on prend, j'ai pris par exemple, on a pris tous les compilations des articles des journalistes qui ont été dans la première épopée là, dans leur premier voyage au Tchad, on les a pris, ils sont tous à charge. Ils sont tous à charge. Donc ça prouve bien que quand Reed Brody paye, et que vous avez un contrat à exécuter. Et dans le cadre d'une affaire judiciaire, c'est tellement grave que normalement tous les organes de régulation devraient s'élever. Pour finir, Madame Habré, êtes-vous une épouse en colère? Bon, nous on a dépassé le stade de la colère. Hein, vous savez, on a dépassé le stade de la colère. Comme je l'ai dit, on fait face à une situation incroyable. On a passé on a vécu dans ce pays des moments absolument insoutenables. Insoutenable quand vous voyez, les gens peut-être ne se rendent pas compte, quand on est dans un pays et que vous avez parfois le président de la République lui-même qui vous attaque à la radio, qui dit n'importe quoi sur vous, qui dit on va vous amener ici, on va vous faire ceci, cela, c'est des choses vraiment invraisemblables et qu'on n'a vu jamais nulle part ailleurs. Et dans cette affaire Hissène Habré, c'est une affaire donc, comme je l'ai dit, France-africaine. Et ce que moi je retiens, ils vont faire leur complot, ils vont l'exécuter, ils vont condamner, on s'attend à ça, je ne me fais pas d'illusions, je sais que c'est cette part du Sénégal dans la France-Afrique qui le fait, ce n'est pas le peuple sénégalais, ma conviction, et pour moi le plus important, c'est que Hissène Habré ne sera pas condamné ni par le peuple sénégalais, ni par le peuple tchadien, mais par les agents de la France-Afrique. Voilà. Merci, Madame Fatim Raymond Habré. Merci. Vous êtes épouse de Hissène Habré, ancien président de la République du Tchad. Vous êtes également juriste de formation. Voilà. Ça a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion.